Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Blaise Desbordes, bonjour. Bonjour. Le directeur général de Max Havelaar France. Alors c'est quoi Max Havelaar? C'est une ONG, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, on se situe où? C'est vraiment une ONG, c'est vraiment une association citoyenne qui a voulu s'interposer finalement entre les entreprises et les producteurs agricoles qui étaient défavorisés, maltraités. Et donc on s'est dit, il y a une quarantaine d'années, qu'il fallait créer un tiers de confiance, quelqu'un qui soit indépendant des entreprises et qui puisse protéger les petits producteurs. Et donc c'est né un peu partout dans le monde dans les années 80. Donc nous sommes la branche française et l'idée est d'apporter des règles de commerce plus équitables, plus justes, de sorte que les gens, quand ils achètent leur baguette le matin, quand ils prennent leur litre de lait, quand ils croquent une tablette de chocolat, ils achètent leur banane, eh ben, ils aient la garantie qu'il n'y a pas de maltraitance. Premier label lancé en 88 aux Pays-Bas par Stichting Max Havelaar, c'est ça? C'est ça, une fondation. Le nom vient de là, c'est quoi Max Havelaar? Alors Max Havelaar, c'est drôle, c'est un héros de roman en fait, qui est d'un livre très connu aux Pays-Bas, qui était l'aventure d'un homme qui, dans les Indes néerlandaises, donc en Indonésie, luttait contre la maltraitance des ouvriers dans le sucre de canne, dans les fruits, qui étaient exportés vers l'Europe. C'était le commerce colonial, quoi. Et c'était tellement indigne leurs conditions, dans l'esclavage, dans la maltraitance, qu'ils ont donné ce nom, un peu comme un Robin des Bois, on dirait en France. Et aujourd'hui, ce label, il est présent dans plus de 170 pays, utilisé sur des dizaines de milliers de produits. Tiens, d'ailleurs, de quels produits on parle? Vous en avez cité certains, mais il n'y a pas que l'alimentaire. Il n'y a pas que l'alimentaire, il y a également le coton, et il y a aujourd'hui l'or, parce que l'or est une filière très sale, et donc c'est un peu embêtant quand vous mettez une alliance au doigt de votre aimé, que ça soit issu d'un métal sale ou des métaux, des minerais de guerre, mais c'est principalement l'alimentaire quand même. C'est là où je le disais, les traditions coloniales, les grands flux internationaux ont été particulièrement douloureux et cruels envers les producteurs, les petits producteurs. Donc on est dans le café, ça représente peut-être 20%, dans la banane aussi, c'est très important, une banane équitable, c'est pas une banane normale, dans le cacao. Aujourd'hui, je dirais la filière la plus emblématique, c'est le cacao. Travail des enfants, déforestation et extrême pauvreté. C'est ça les produits des quotidiens les plus cruciaux. Mais on a aussi, bien sûr, des plus petits, la vanille, je le disais, le coton, il y a même du vin. Et parfois, on achète des produits qui sont composés d'ingrédients multiples. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir de label ou est-ce qu'il y a un pourcentage? Enfin, comment ça marche en fait? Le label est accessible. En fait, il faut avoir l'ingrédient équitable disponible. Si vous faites un produit où il n'y a pas de vanille équitable disponible, vous ne pouvez pas mettre 100% équitable. Donc vous mettez votre pourcentage derrière, en backpack, comme on dit, et puis vous indiquez en front pack, devant, si le produit est équitable. Nous, on dit minimum 20%, pour que quand même le consommateur n'ait pas un label avec 0,01%. Mais l'idée, elle est quand même d'être pragmatique. Il faut que des entreprises s'engagent, que des filières s'engagent, et puis vous mettez un maximum d'ingrédients. C'est ça l'idée. Je crois que vous êtes arrivé en 2017 à la tête de Max Havelaar France. Est-ce que ça a changé? Est-ce que votre vision du commerce équitable a évolué finalement en presque 10 ans? Elle a été bouleversée par le fait que le commerce équitable est devenu nécessaire en France. Depuis une dizaine d'années, on voit émerger les poches de pauvreté dans les territoires, on voit des déprises agricoles. Vous le savez, ce chiffre très triste, des dizaines de fermes qui ferment la porte tous les ans. Et ça a bouleversé notre univers. On s'est dit, il faut aussi investir les filières françaises. Et donc, on a lancé, depuis que je suis arrivé, le lait français, les céréales, les lentilles, les pois chiches, demain peut-être la viande, pour aussi que des populations fragilisées par la dureté du marché, par la dureté des négociations, des populations de paysans français aient accès à cette boîte à outils qui finalement est une boîte à outils universelle. Qui peut être contre un produit équitable? Personne. Oui, effectivement. Et donc, ça représente quoi aujourd'hui les produits français labellisés, finalement? C'est une niche par rapport à... C'est une niche. Alors, le marché est énorme. Par exemple, vous avez plus de 20 milliards de litres de lait en France par an. Donc, nous, on est sur des millions. Donc, c'est très important. Il y a aussi l'initiative C'est qui le patron, qui a aussi fait connaître le principe de l'équité, etc., etc. Donc, on avance bien. Je dirais que le lait est la denrée emblématique parce qu'elle est au petit déjeuner, elle est pour les enfants. Et c'est bien que ce soit comme ça. Il faut de l'affect. Il faut qu'on aille avec notre cœur dans l'équitable. Mais toutes les denrées et beaucoup de territoires ont besoin d'équitable. Aujourd'hui, le grand défi, ce sont les villes, les collectivités, les départements qui viennent nous voir et qui disent « Moi aussi, j'ai compris qu'il faut que je m'intéresse à la filière locale. Il faut que j'approvisionne mes cantines aussi avec quelque chose qui correspond à mes valeurs d'élu politique. J'ai promis des choses à mes électeurs. Il faut que je me mette en alignement. » Donc, aujourd'hui, on a lancé un grand programme au nom très sympathique qui s'appelle les territoires juste rémunération.
Et depuis quelques années, on est au service des villes, des départements, des régions qui nous demandent de venir et d'essayer de diagnostiquer, est-ce que j'achète mes courgettes, est-ce que j'achète mes nectarines. C'était la ville de Nice, par exemple, qui a lancé une grande analyse avec nous, grâce au soutien de l'ADEME et du ministère de l'Agriculture. Et on a pu comme ça voir, et on s'est rendu compte que peut-être que les carottes étaient bien payées, mais que sur les courgettes, il fallait rajouter 1 ou 2 centimes pour que le paysan gagne sa vie décemment. Est-ce que la grande distribution, c'est forcément le grand méchant loup dans ce débat-là? C'est pas si simple, c'est pas si caricatural. Le principe de l'équitable, c'est que toute la chaîne doit s'engager. On veut, sur cette chaîne de valeur, du producteur au transformateur, au trader, au grossiste, et finalement dans le magasin, on veut que tout le monde ait conscience qu'il y a ce logo et qu'il faut faire un effort et qu'il faut se poser la question qui gagne où. Et une fois qu'on a fait cette transparence, et c'est la transparence qui est notre meilleur allié, eh bien là, on peut dire, écoutez, fais un peu de place, s'il te plaît, ou 1 ou 2 centimes qui manquent à tel endroit, toi qui as une marge conséquente ou substantielle. Et c'est un peu dans ce dialogue continu, mais c'est pas facile. Pour répondre à votre question, c'est dur. Aujourd'hui, la négociation, les grandes distributions sont engagées dans une bataille, une guerre des prix qui fait du mal à tout le monde et qui ne sera pas profitable, y compris aux consommateurs. On nous fait croire que le consommateur va gagner quand un paysan est écrasé dans un box de négociation et qui perd les 2 centimes. Mais pour lui, les 2 centimes, c'est sa vie, c'est une ferme, c'est des hectares, c'est même un village parfois. Alors que pour nous, les 1 ou 2 centimes, c'est le vrai prix du produit et il faut les rajouter. Je vais vous donner un exemple très concret sur la filière lait. On a calculé, nous, que sur les 2 dernières années, si on avait ajouté le centime qui manquait sur le litre de lait, eh bien, le paysan maltraité par les négociations aurait gagné près de 300 € de plus par mois, pour 1 centime par litre de lait. Donc vous voyez la différence d'effort. Nous, on doit payer un vrai prix, et eux, ça change leur vie. 300 € de plus par mois. Ouais. Mais alors, en vous écoutant, je pense à cette mesure qui est dans le budget 2026 des repas étudiants à 1 €. C'est une super initiative. On sous-estime pas, et on en a parlé plein de fois sur ce plateau, la précarité étudiante, la réalité de la précarité étudiante, des étudiants qui sautent des repas plusieurs fois par semaine. Mais est-ce que ça ne crée pas quand même l'impression que ça ne coûte rien de manger? Vous voyez ce que je veux dire? C'est délétère. Il faut prendre ce sujet effectivement dans l'aide sociale aux étudiants et non pas dans le vrai prix, c'est 1 €. Et ça, on a la même chose dans les rayons des supermarchés, c'est ce que vous disiez auparavant. Donc il faut lutter contre ça. Je ne sais pas très bien comment on fait, parce qu'il y a beaucoup de démagogie aussi là-dedans. La bonne nouvelle, c'est que les étudiants sont hyper conscientisés sur la mondialisation qui est la leur et sur la vie qui va être la leur quand ils vont rentrer dans le monde du travail. Nous, on a lancé au début, à petits pas, une initiative qui s'appelle Fairtrade Academy, et on est allé voir les facs, les grandes écoles, les écoles de commerce, les écoles d'agronomie, en disant est-ce que ça vous intéresse? Et on a eu un succès absolument incroyable. Aujourd'hui, on a des grandes écoles, la fac de Nanterre, au moins 30 organisations, établissements supérieurs qui sont là, et les étudiants veulent s'impliquer, ils veulent mettre des produits équitables dans leur fac, dans leur resto U, et donc poser cette question, ils la posent à leurs profs, ils la posent à l'intendant, ils la posent au recteur, et ainsi on fait avancer les choses vers un vrai prix. Non, le prix, le repas à 1 €, c'est une bonne idée pour marquer l'effort que la société veut faire. C'est une mauvaise idée pour faire croire qu'un repas puisse coûter 1 €. Il ne coûte jamais 1 €. Et en fait, je pense qu'à côté du repas, il faut qu'on donne le vrai prix du repas. Pour peut-être expliquer comment on peut le proposer à 1 €, qui aide. Est-ce que c'est le ministère, est-ce que c'est la région, est-ce que c'est l'Europe qui fait que vous allez pouvoir avoir un repas à 1 €. Je voudrais m'appuyer sur ces chiffres de l'ONU, et on va revenir au débat un peu plus mondial. Selon l'ONU, 33 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, dont les 3/4 sont des paysans. On est au cœur de vos enjeux. Est-ce que ce lien entre la précarité alimentaire mondiale et la paysannerie, il se maintient? Est-ce qu'il progresse? C'est l'étincelle qui a fait naître toutes ces démarches. C'est-à-dire, quelle absurdité. Les gens qui sont les plus importants pour la société, puisque c'est de la nourriture, c'est pas une option de ne pas manger les tomates. Donc, les gens qui sont les plus importants sont souvent les plus maltraités, et surtout, on ne leur donne pas la sécurité. Regardez, en France, on a 90% de salariés. Un salaire, ça veut dire qu'on vous garantit votre revenu tous les mois, vous pouvez construire votre vie, vous pouvez faire des plans sur l'avenir. Et ceux qui doivent anticiper sur plusieurs années comment ils vont nous nourrir, qu'est-ce qu'ils vont planter, les rotations de culture, les aléas climatiques, eux, on les précarise. Et on voit, par exemple, avec la guerre en Ukraine, le prix du blé passer de 100 à 400 et redescendre à 200. Comment vous construisez une exploitation agricole quand notre revenu, c'est 100 € la tonne ou 400 € la tonne? Donc oui, le lien entre les deux est vital, et c'est une absurdité qu'on n'ait pas réussi à protéger les centaines de millions d'agriculteurs familiaux qui nourrissent le monde. Quelle différence quand le commerce équitable prend la main?
Vous avez un peu répondu pour la France, et on se rend compte que 1 centime d'un côté, ça peut faire 300 € à la fin du mois pour l'agriculteur. Mais voilà, c'est comment vous garantissez finalement que cette précarité financière alimentaire, elle va s'estomper, peut-être même disparaître? Alors, premier élément, on arrête l'invisibilité. Derrière vos légumes, derrière vos fruits, derrière vos boissons, il y a des gens, il y a des êtres humains. Donc nous, on met de la transparence et on connecte les producteurs avec les consommateurs. C'est ça l'idée du logo Max Havelaar, c'est de dire je mets un signe sur le produit. Deuxième élément, on dit clairement à toute la chaîne, êtes-vous prêt à jouer d'autres règles du jeu? La première chose, ça va être qu'on va fixer un prix minimum. C'est un peu l'équivalent du SMIC. On n'achète pas en dessous de tel prix parce que ça détruit la vie des paysans. Donc là, on a fixé, je vous l'ai dit, pour le prix du lait, mais on a un prix de la tonne de chocolat, un prix de la tonne de banane, un prix de la tonne de café, qui sont très importants. Troisièmement, on va dire, un paysan ne doit pas être seul. Un agriculteur isolé, c'est quelqu'un qui est condamné. Donc on demande aux paysans de se regrouper en coopérative, d'être à plusieurs, comme ça s'est passé en France il y a déjà plus de 100 ans. Ils ont compris que leur salut était dans l'union. Et donc, ils ont mis en commun des machines agricoles, ils ont mis en commun des outils de vente, etc. Et bien là, c'est pareil. Dans les pays défavorisés, au Sud, on fait ça. Et donc, cette collectivité, cette coopérative, elle va recevoir une prime sociale équitable. Donc, quand vous achetez une tablette de chocolat, il y a quelques micro-centimes qui vont aller dans une cagnotte. Et cette cagnotte, c'est la communauté des producteurs qui va décider pour des urgences médicales, pour des urgences éducatives, pour des urgences environnementales. Et enfin, on va mettre des contrats de prévisibilité de long terme, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut qu'on puisse savoir où on va. C'est ça le commerce équitable, une boîte à outils, et puis tout le monde joue le jeu, et à la fin, normalement, tout le monde gagne. Vous dites, c'était dans une interview au Dauphiné Libéré en 2022, vous dites « Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une niche militante ». Je me suis dit, c'est un peu optimiste quand même. Ben oui et non. Regardez sur le cacao, nous certifions 10% du cacao mondial. C'est gigantesque, c'est 500 000 tonnes. 500 000 tonnes. Donc ce cacao-là, il ne trouve pas toujours des débouchés dans les rayons chocolat ou à Noël ou à Pâques, malheureusement. Mais ça commence, c'est bien loin d'une niche. Une niche, on est en dessous de 1%. Donc là, tout le monde connaît l'équitable. C'est une norme pour autant. Ça peut le devenir. Ça peut le devenir. On dit qu'une innovation, quand elle a passé les 10-15% d'implémentation, elle peut basculer dans une norme. Qu'est-ce qui fait un obstacle à la norme? C'est que, il y a des forces en jeu, des lobbies très puissants qui captent une valeur dans la matière agricole, qui captent une valeur dans les champs et qui la gardent pour eux. Et c'est cette résistance-là qu'il faut vaincre. Mais sincèrement, oui, on a franchi l'étape de la niche aujourd'hui. J'en veux pour preuve que les Français nous connaissent. On a fait un sondage, 86% des Français, dans un panel très représentatif, souhaitent que les produits soient équitables et souhaitent qu'il y ait un juste prix aux producteurs, y compris les CSP moyennes, les gens qui gagnent pas bien leur vie, ils ont conscience que le paysan doit gagner sa vie. Donc, le consensus social est là. Une partie des lois sont là, mais il y a encore quelques efforts pour basculer à la norme. Après, ça se fera encore sur quelques années, c'est sûr. Alors, il y a une tradition dans cette émission. L'invité du Grand Entretien pose une question à celui ou celle de la semaine d'après. La semaine précédente, à votre place, il y avait Sabine Kainborg, qui est directrice générale associée chez Short Links. Voici sa question. On va parler d'environnement. Bonjour Blaise et merci pour cette opportunité de vous poser cette question. Café, chocolat, banane, les produits sont-ils meilleurs quand ils sont faits? Je m'interroge et vous pourrez sans doute me répondre si ces démarches de commerce équitable sont à terme suffisantes pour préserver des filières. Je pense notamment à la filière du chocolat dont on sait qu'elle est menacée d'ici 2050. Donc est-ce que les engagements notamment environnementaux qui semblent être un peu plus faibles dans le commerce équitable vont permettre aux enjeux notamment agroécologiques de la filière chocolat par exemple de se transformer de façon vertueuse. Merci Blaise. Est-ce que effectivement les enjeux environnementaux sont plus faibles dans le commerce équitable? Clairement non. Non seulement le commerce équitable est nécessaire et peut aider, mais il est indispensable à la transition écologique et à la changement des pratiques vers plus de protection de l'environnement. Pourquoi? Quand vous demandez à un paysan de changer ses pratiques, il va donc devoir faire plus attention à l'eau, plus attention à la biodiversité sur son territoire, plus attention aux haies, etc., au sol. Comment peut-il le faire alors qu'il est au quotidien sous pression extrêmement forte pour vendre sa matière? Il ne peut le faire que s'il a une garantie de prix. Et c'est là où l'équitable rejoint le bio, rejoint l'environnement, rejoint la conversion vers l'écologie ou l'agroécologie. C'est parce que sans moyens
économique, sans garantie économique, vous ne pouvez pas faire changer les choses. Donc en fait, on est très associés, très mariés, et j'en veux pour preuve que 70% des produits labellisés Max Havelaar en France sont également bio. Parce que les paysans bio ont compris qu'une garantie de prix leur permet de viabiliser l'environnement. C'est une critique ou une opposition qui est souvent exprimée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on va dire c'est lié aux produits. Chocolat, café, etc. Forcément, ils viennent de très loin. Donc on va dire, OK, ils sont peut-être équitables, mais ils ne sont pas bons pour l'environnement. Non, je pense que c'est une critique injuste. Nous, on ne prétend pas tout faire. On prétend être un puissant allié de la transition écologique, clairement. Mais on ne va pas tout résoudre. Bien sûr qu'ils viennent de loin, mais bien souvent, vous savez, le transport par bateau n'est pas la chose qui coûte le plus cher. Ce qui coûte le plus cher, c'est justement les cultures polluantes avec des intrants chimiques d'origine fossile. C'est ça qui fait le mauvais bilan carbone principalement. Et c'est aussi la transformation, bien sûr, des produits après, les usines. Donc, non, le commerce équitable, clairement, n'est pas un ennemi. Au contraire, ou n'est pas moins disant sur l'environnement. Il est le meilleur allié, le meilleur outil pour changer d'échelle dans la transition agroécologique. Alors, je voudrais qu'on parle du thé. J'ai reçu ce livre, La thé, l'envers de la tasse, écrit par Pierre William Johnson. Et j'ai vu qu'un premier baromètre a été publié là au début de ce mois de février par Commerce Équitable France pour éclairer les conditions de la production d'une grande partie du thé vendu en France. Alors déjà, le constat que vous faites sur ce produit-là, c'est quoi? Alors le thé, c'est très très dur, parce que c'est vraiment l'emblématique denrée coloniale où on a structuré des pays entiers comme le Sri Lanka pour produire pour nous en Europe. Donc vous avez des déséquilibres territoriaux qui sont déjà là. Ensuite, vous avez des traditions d'exploitation qui sont de décennies et de décennies. Donc quand on veut lutter contre ça, et c'est notre cas chez Fairtrade, et monsieur a tout à fait raison de se pencher sur cette denrée du thé, du petit déjeuner, eh bien on a fort à faire. Donc, ça veut dire que c'est compliqué de labelliser du thé Fairtrade. C'est très compliqué parce que les habitudes prises par l'industrie du thé, qui se comptent en centaines, en milliers de tonnes, etc., sont bien ancrées dans un modèle qui n'est pas un modèle très mieux-disant sur le plan social et environnemental. La bonne nouvelle, c'est que les consommateurs sont là, ils veulent des thés qui soient bons, et quand ils visent une bonne santé et un bon gustatif, ils veulent aussi quand même la protection des gens qui cueillent le thé pour eux. Donc, le baromètre que vous évoquez a montré des choses intéressantes et un peu paradoxal et triste. Les grandes multinationales du thé sont très peu engagées. Peu engagées sur la transparence, peu engagées sur l'environnement, peu engagées sur les gens qui travaillent pour elles. Ensuite, les grandes marques de prestige, c'est contrasté. Elles ont une très belle marque, elles font beaucoup de marketing, mais pas forcément beaucoup pour les gens ou pour l'environnement. Et la troisième famille, c'est-à-dire les marques de thé engagées, Éthiquable, La Route des Comptoirs, Jardin de Gaïa, eh bien, eux, ils cochent toutes les cases, c'est-à-dire attention aux gens, attention à la planète et attention à la qualité et à la transparence. Ils sont forcément plus chers? Non, pas forcément, parce que c'est le même débat qu'on avait sur la guerre des prix. Vous savez, il faut choisir là où on fait ses marges et sur qui on les fait. Et quand vous avez une démarche équitable, vous êtes plutôt sur la répartition équilibrée. Tout le monde gagne peut-être un petit peu moins, mais tout le monde gagne quand même, au lieu qu'il y en ait un ou deux qui gagnent beaucoup et un ou deux qui perdent beaucoup. Ça veut dire que vous pouvez quand même labelliser quelques marques? Absolument, ou alors il y a quelques marques on labellise dans le thé. Qui ont Max Havelaar. On labellise dans le thé, mais on investit et on sollicite les gouvernements indiens, sri-lankais, l'Union européenne pour aussi nous aider, parce que pour les Français et les consommateurs en général, le thé est une denrée pas très chère, en tout cas dans les produits du quotidien. Et donc, c'est pas forcément facile de faire la place à un salaire décent pour les cueilleuses. Oui, et puis ce que je comprends, c'est que vous êtes face à une machine qui est là depuis des décennies. Il y a un oligopole, comme dans le café, comme dans le cacao. On peut le dire, c'est pas une insulte. Ce sont des énormes entreprises qui, en général, contrôlent. Là, dans le thé, je crois que les trois principales contrôlent les 2 tiers du marché. Il y en a une qui achète 20 000 tonnes. Vous voyez, nous, on pèse au total mondial 5 000 tonnes de thé équitable. Donc 5 000 tonnes de équitable, c'est même pas un quart de ce qu'achète une des trois grandes marques que vous connaissez. Donc c'est effectivement difficile de s'imposer. Et alors ça m'amène d'autres questions parce que vous travaillez forcément avec des paysans qui sont dans des pays, dans des zones de guerre ou dans des zones où, par exemple, le narcotrafic est présent. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des endroits où vous ne pouvez plus aller, ou alors où c'est très compliqué de travailler, quoi? En fait, il y a des endroits où on a du mal à aller, notamment pour faire les contrôles qui font la valeur du label Max Havelaar, mais ce sont des endroits où on veut absolument aller.
parce que c'est notre objet social que justement mettre de l'économie et de l'économie équitable dans les zones fragiles. Donc au Congo-Kivu, on a un excellent café. Aujourd'hui, nos coopératives sont en train d'être décertifiées, donc elles perdent le label du fait de la guerre. J'ai encore appris hier que 2 nouvelles coopératives n'avaient pas pu être contrôlées, donc elles ont perdu le label. Or, ces gens, c'est des milliers de caféiculteurs et qui font en plus un excellent café. Il est connu, le café du Congo. Oui, c'est pas, ils font toujours un bon café, mais vous pouvez plus aller les certifier, on peut plus c'est le certifier parce qu'on peut pas garantir ce qu'on a promis aux consommateurs, c'est-à-dire que le prix est bien appliqué, que la prime sociale ruisselle bien sur toute la communauté. Ça se démontre. Et nos inspecteurs ne peuvent pas y aller parce que ce sont des zones de guerre. Donc on est en train de discuter avec l'Agence française de développement, avec plusieurs autorités onusiennes, pour essayer de voir si on peut pas créer un équitable pour la paix. Vous voyez, une sorte de label spécial qui dirait là où ça chauffe, en Bolivie avec la drogue, au Myanmar. Et pour ça, on a un allié incroyable que vous connaissez sans doute, c'est la marque de café Malongo, qui elle est sur tous les fronts pionniers pour essayer d'apporter et d'acheter à des bons prix, des prix équitables. Donc elle le fait en Birmanie notamment, avec une très belle référence d'un café délicieux qui est dans zone compliquée, mais qui réussit à établir cette base d'économie décente. Vous parliez de narcotrafic. Est-ce que vous êtes... Alors, pardon, ma question est peut-être à côté de la plaque, mais en concurrence parfois. C'est-à-dire que... Ah, bien sûr. Est-ce qu'il faut convaincre des producteurs mais quand on arrive à y aller, de on café, gagne. de cacao, de continuer, ou d'une autre, de continuer, alors qu'à côté, il y a des narcotrafiquants, ils leur disent plante du pavot. C'est ce qu'a fait cette grande marque de l'équitable, les cafés Malongo, qui, avec l'aide de l'ONU, l'agence de l'ONU chargée de lutter contre la drogue, a réussi à substituer, notamment en Birmanie, mais également en Bolivie, de la coca, substituer du café équitable à la coca. C'est-à-dire que là, vous allez convaincre les paysans, et en général, et on les a invités en France, et ils sont venus invités par Malongo, ce qu'ils disent, c'est que la drogue, c'est dangereux, la drogue, c'est des risques sans arrêt, c'est une pression, c'est beaucoup de pesticides, ça on l'ignore trop souvent, et donc il y a plus de 1000 hectares comme ça au Myanmar qui ont été convertis, et grâce au prix du café équitable, ils se disent, j'y gagne, parce que j'ai un prix stable, un vrai prix décent, et je suis pas obligé d'être dans l'économie informelle et dans l'économie de la drogue. Est-ce qu'il faut une régulation publique plus forte pour que le commerce équitable continue de progresser et devienne cette nouvelle norme dont vous parlez? Mais bien sûr, on souffre depuis plus de 20 ans de ce qu'on appelle la jungle des labels et qui cause un tort incroyable à la consommation responsable. La consommation responsable, elle essaye de faire que nous soyons tous, les uns et les autres, acteurs d'un monde meilleur. Et qu'est-ce qui s'oppose à ça? Les faux labels, les allégations folkloriques, les prétentions sur les packages qui disent au service des producteurs, etc. Tout ça n'est pas régulé par le législateur français. Nous, on est un peu désespéré de frapper aux portes des différents ministres de la consommation, et j'en appelle à Serge Papin, qui est quelqu'un qui connaît extrêmement bien les filières. Sera-t-il le ministre qui pourra enfin réguler, faire le ménage? La bonne nouvelle, c'est que l'Europe va le faire. À partir de septembre de cette année, un certain nombre de faux labels seront interdits, et là, on verra enfin peut-être les consommateurs avoir une confiance renforcée. Si on fait un peu de pédagogie auprès de nos téléspectateurs et téléspectatrices, de quoi ils doivent se méfier? Parce que c'est vrai que moi, je suis parfois complètement paumé. Des allégations de la marque. Quand vous êtes vous-même votre propre éloge, c'est-à-dire quand vous dites ma marque est bonne, ma marque est respectueuse des consommateurs, ma marque est respectueuse, c'est sans doute une démarche qui part d'une bonne intention, mais il faut un tiers de confiance qui le vérifie et qui dit ce que dit l'entreprise est vrai. L'auto-labellisation, je suis désolé, ça ne marche pas. Si vous dites je suis le meilleur journaliste de la télévision française, les gens vont se dire je veux le voir sur preuve. Mais on aimerait bien qu'il y ait une instance, l'organisme des journalistes, éthique des journalistes, qui disent il est le meilleur journaliste de la télé française. Et dans la consommation, c'est pareil. Donc 2 tiers de confiance. Et encore une fois, l'Europe vient de publier une directive, la directive EMCO, Empowering Consumers, qui va, on l'espère, aider, mais on attend du relais et le gouvernement français n'est vraiment pas le premier dans le peloton. Vous lancez des formations dans les universités, la Fairtrade Academy. Bientôt Amok. C'est quoi l'enjeu? Pourquoi vous faites ça? L'enjeu, c'est que sans conscience, il n'y a pas d'action du consommateur. S'il n'a pas conscience qu'il y a un problème, il achète de manière aveugle. Quand vous et moi, avec la fast fashion, on l'a vu ces dernières années, on découvre un accessoire de mode à 3, à 4, à 5 euros, un t-shirt à 2 euros, un sac à dos à 5 euros, j'ai vu ça. Si on n'a pas une conscience claire que derrière, les couturières sont maltraitées, qu'il y a toute une chaîne de malheur, on l'achète. Donc la pédagogie est absolument fondamentale. Il y aura effectivement un MOOC bientôt en ligne. Et je le disais, les étudiants, les jeunes sont sans doute ceux qui vont le plus fortement inverser cette tendance. Nous, on était le jour du Black Friday, qui est cette espèce de grand-messe consumériste. On a projeté des images sur le BHV, là où il y avait Shine, dans la rue le soir, pour montrer les images de ces gens qui fabriquent
nos vêtements à bas coût. Eh ben, on a eu énormément d'écoute de la part des consommateurs, beaucoup de retombées parmi vos confrères et consoeurs, parce qu'une ONG dise stop à la fast fashion avec tout un collectif, eh ben, ça a été apprécié. C'est ça la conscientisation. Il faut nous former. On ne peut pas être le consommateur du XXe siècle au XXIe siècle. Il y a trop de misère dans la mondialisation économique. On doit tous faire l'effort de se renseigner. On va terminer là-dessus, profiter du Salon international de l'agriculture qui s'ouvre dans quelques jours là, pour faire passer ces messages. Ben oui, parce que comme l'économie équitable n'a pas encore atteint toute l'agriculture française, vous imaginez la colère paysanne qu'on entend, elle est en partie liée à cette question de l'incertitude pour le lendemain. Quand vous faites 15 heures par jour, comment vous pouvez recevoir, quand vous vendez votre produit, que ça ne vous rémunère pas? Qu'est-ce que vous devez en conclure? Il y a le désespoir, il y a l'abandon, il y a ceux qui tiennent et qui essaient de trouver d'autres ressources. Donc il y a un consensus dans la société française et même dans toutes les élites pour aller. Mais personne ne sait par quel bout le prendre. Donc ce qu'on va dire au Salon de l'Agriculture, il y aura plus de 25 débats sur notre stand. On a invité toutes les ONG françaises qui ont envie de parler de transition. Ce qu'on va dire, c'est que les mécanismes existent et qu'il appartient au gouvernement, au lieu de faire un énième plan d'urgence, une énième subvention inutile et non reproduite, de structurer une politique publique de transition agricole sur la fiscalité, sur des subventions éco-conditionnalisées ou équitables conditionnalisées, avec un peu d'ingénierie publique, avec un bon plan d'action. On peut vraiment mettre des prix protecteurs, on peut mettre des mécanismes fiscaux encourageants, et là on aura tous les entrepreneurs de France et de Navarre aux côtés des paysans pour une alimentation équitable. Merci beaucoup, Blaise Desbordes, et à bientôt sur Be Smart for Change. Et bon, donc, Salon international de l'agriculture. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.